Alors là, on est déjà en 1629 et un Portugais écrit, dit, ils savent même pas d'où ils viennent, parce qu'ils sont grecs qui ont fui les Turcs, mais ils se font passer pour Égyptiens, mais en fait, ce sont des Chaldéens. Donc la Chaldée, c'est vers l'Irak aujourd'hui. Voilà. Et il dit, ils n'ont jamais abandonné leur langue chaldéenne. Voilà, ça l'intrigue beaucoup. Il le répète plusieurs fois dans son texte. Voilà. Il va falloir attendre 1782, donc quand même pas mal de temps après, pour qu'un certain Rüdiger, un Allemand, va écrire va faire toute une recherche et il pointe là les erreurs de méthodologie parce qu'on a tout le temps cherché par le nom, tzigane, égyptien, etc., au lieu de chercher par la langue, de comparer cette langue avec d'autres langues. Alors voilà, donc il dit finalement aucun effort n'a été fait pour en apprendre davantage sur la langue et on a pensé qu'il s'agissait d'une langue sémitique inventée arbitrairement ou même confondue avec une langue tout aussi étrangère. Donc en fait, Vulcanus disait d'ailleurs que c'était des Nubiens, enfin bon, des Chaldéens, on est passé par toutes sortes d'origines. Et alors il dit si on avait utilisé la méthode qu'on a utilisée pour d'autres langues, les lapons pour les comparer à d'autres, aux langues finno-ougriennes, etc., ça fait longtemps qu'on aurait découvert en fait ce qui s'est passé. Donc vous vous rendez compte, on est en 1700, fin du 18e pratiquement, donc plusieurs centaines d'années, ce qui paraît incroyable. Il dit cette lacune dans l'enquête est d'autant plus étonnante qu'elle aurait pu être comblée si facilement, puisque la langue des Tziganes était présente parmi nous et vivante. Voilà. Alors il dit, moi je ne peux pas aller plus loin parce que je ne sais pas comment ils sont partis d'Inde, je ne suis pas calé en histoire, je manque de ressources, et je donc laisse le boulot aux historiens. Et il dit, donc en allemand c'est amusant, c'est dire j'affale les voiles, c'est-à-dire quelque part j'abandonne et je vous laisse le soin. Il dit, mais je suis très satisfait parce que je me sens récompensé parce que par ma petite enquête, j'ai rendu le voyage plus facile et plus sûr avec le fil à plomb des connaissances linguistiques sur l'histoire des Tziganes. Donc c'est vraiment très émouvant de voir son cheminement aussi, la méthode qu'il va utiliser. Et voilà. Alors, donc, à partir de la fin 18e jusqu'au 20e, il y a une hypothèse qui va se construire, qui va être confortée par l'étude approfondie de la langue. Donc c'est surtout des linguistes allemands et puis des récits d'officiers britanniques de l'Empire des Indes. Donc on va constater que cette langue est de l'indo-arien, proche des langues du nord de l'Inde, mais qu'il y a également du persan, de l'arménien et du grec. Et donc, en 1783, Grellman va reprendre les recherches de Rüdiger, il va aussi approfondir et ça va être traduit en plusieurs langues. Et là, vraiment, ça va commencer à se savoir dans le monde un peu cette histoire de l'origine indienne. Et puis, il y a aussi Pott qui a fait un énorme travail de compilation de tout ce qui avait été publié, soit des choses manuscrites, soit des choses écrites sur tout ça. Et puis, beaucoup d'officiers de l'armée des Indes, britanniques, vont rapporter aussi des choses, voilà. Et donc, il va Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché le fil. Alors. Ça revient. T'es sûr? Voilà. Alors, il va y avoir une hypothèse qui va s'élaborer. L'idée qu'il s'agit de migration de parias nomades partis du nord-ouest de l'Inde par vagues successives du 5e au 10e siècle. Et surtout avant les Turcs. Pourquoi avant les Turcs? Parce qu'il n'y a pas de mot turc en Roumanie. Et donc, il s'agirait de Domba. Donc, les Dombas sont en fait des groupes très hétéroclites de nomades, on verra ça plus tard, qui sont des intouchables, des parias, et ça aurait donné le nom romain. Et puis, en arrivant dans le monde byzantin, on les aurait appelés Asinganoi, qui veut dire touchable. C'est le privatif, qu'on ne touche pas. Et donc ça aurait donné Tzigane. Et en arrivant en Europe occidentale, ils se présentent comme égyptiens parce que
c'est plus prestigieux, voilà. Sauf qu'à l'époque, l'Égypte n'est pas prestigieuse. Donc là, il y a un certain anachronisme en fait. Et voilà, alors cette thèse a été copiée-collée jusqu'à aujourd'hui et officialisée dans les fiches du Conseil de l'Europe que vous pouvez consulter. La plupart des bouquins, on va retrouver cette histoire de nomades qui ont quitté l'Inde par vagues successives, etc. Alors moi, au premier abord, cette piste me paraissait crédible, mais finalement, petit à petit, pas du tout plausible, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences et d'anachronismes. Alors déjà, des incohérences linguistiques, et donc voilà. Donc je me suis intéressée à ces incohérences linguistiques et la question qu'est-ce que c'est que l'émigration, qu'est-ce que c'est que le nomadisme, et puis étudier par rapport aux cultures de l'Inde et constater des anachronismes culturels. Alors déjà, l'histoire de plusieurs vagues migratoires, alors vraiment, presque dès le début, ce qui m'a frappé, c'est que dans toutes les variantes, les grandes variantes du romani, on retrouve les mêmes mots persans, les mêmes mots arméniens et les mêmes mots grecs. S'il s'agissait de vagues successives, vous trouveriez certains mots persans, mais pas les mêmes. Voilà. Alors, quand je vous parle du calo, c'est, par exemple, je vous prends là le calo du Brésil. Hein, et avec des gens qui n'ont plus de contact pendant des siècles avec d'autres groupes. Donc, comment se fait-il qu'ils aient pris les mêmes mots? Enfin, vous prenez un groupe de Portugais, par exemple. Les Portugais en France ont adopté le mot poubelle pour dire la poubelle, puisque déjà dans leur village, il n'y avait pas de poubelle. Et donc, mais ceux qui vivent au Luxembourg ou en Allemagne n'ont pas ce mot poubelle quand ils reviennent. Donc, en fait, c'est mathématiquement pas possible qu'il s'agisse de migration successive. Voilà. Alors, la datation aussi, la datation, en fait, il ne s'agit pas d'un persan quelconque. Il s'agit du néo-persan, et le néo-persan n'existe que depuis le IXe siècle. Donc l'histoire de vagues successives du 5e au 10e siècle, c'est incohérent. Alors, le groupe ayant quitté l'Inde ne pouvait l'avoir fait qu'après le IXe siècle, puisqu'il s'agit là de néo-persan, et il ne pouvait avoir été que particulièrement compact avant son arrivée en Europe. Sinon, il y aurait eu de grosses différences entre les différents emprunts persans arméniens. Ils devaient être en outre suffisamment nombreux pour avoir engendré une descendance estimée aujourd'hui à environ 12 millions de personnes. Et comment un groupe compact et nombreux avait-il pu passer inaperçu et ne pas avoir été évoqué par les chroniqueurs de l'époque? Ce silence était-il lié au statut particulier de ses membres? Voilà les questions que je me posais. Alors, je me suis aussi posé, qu'est-ce que c'est qu'une migration? Alors, la migration, c'est s'éloigner de sa terre d'origine, de façon volontaire ou forcée. Alors, on peut quitter sa terre pour des conditions de vie meilleures. Ça peut être un exode, des catastrophes climatiques, des expulsions, des bannissements. Ça peut être le commerce, les routes caravanières, par exemple. Ça peut être des pèlerinages. Et puis, il y a aussi les conquêtes, les invasions, les colonisations. Donc, partent en conquête les seigneurs de guerre, mais aussi les entreprises de guerre qui les accompagnent. Vous savez, pendant longtemps, il n'y avait pas d'armée régulière officielle. Il y avait des seigneurs de guerre, des mercenaires et des entreprises de guerre de logistique. Il faut s'occuper des chevaux, il faut s'occuper des armes, il faut s'occuper des campements, etc. Souvent, la logistique, c'est 80% d'une armée. Hein, voilà. Et puis, ça peut être la déportation de captifs ou d'otages, hein, réduits en esclavage ou pas. Alors, je me suis posé des questions sur le nomadisme. Le nomadisme, nomas, c'est un mot grec qui veut dire pâturer. Hein. Alors, en fait, les nomades pastoraux sont des gens qui font des cycles. C'est-à-dire, vous allez dans un pré, et puis vous partez dans un autre, et puis pas forcément sur une année, mais sur plusieurs années, vous revenez aux mêmes endroits. Et beaucoup de nomades pastoraux ont des titres de propriété de leur pâturage. Alors, ça peut être soit coutumier, soit des réels titres de propriété. Voilà. Alors, il y a aussi dans le nomadisme des chasseurs-cueilleurs. Le nomadisme, ça peut être aussi des artisans, des commerçants, des saisonniers,
des caravaniers, et tout ça sont des gens qui font des déplacements cycliques. Les chasseurs-cueilleurs aussi, parce que dans la forêt amazonienne, telle tribu, finalement, a ses propres lieux de cueillette qui ne peuvent pas être utilisés par d'autres. Ils ont des territoires, même si ce n'est pas sur le papier, mais il y a des territoires, voilà. Alors, il y a aussi eu toutes ces entreprises de guerre, quand il n'y avait pas la guerre, devenaient ce qu'on appelait des grandes compagnies, des anciens mercenaires, et donc qui vivaient de pillage, de vagabondage, donc il y avait aussi une certaine forme de nomadisme. Alors, les routes caravanières, je m'y suis intéressée, regardez la carte. D'Inde, il n'y a aucune route partant d'Inde qui soit directe vers ce qu'est la Turquie aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est une route caravanière? On échange des marchandises, mais en fait, ceux qui partent d'ici vont jusqu'ici, ils échangent les marchandises et ils reviennent en arrière. Personne ne fait toute la route. C'est des gens qui vont et qui viennent de leur tronçon, leur trajet. Voilà. Alors, les marchandises, par contre, elles font tout le trajet. Elles peuvent aller jusqu'au bout. Et dans les marchandises, il peut y avoir des esclaves, parce que les esclaves sont considérés comme des marchandises, pas comme des personnes qui font partie. Voilà. Donc, vous voyez, pas de trajet direct entre l'Inde et l'Asie mineure. Alors, pour moi, il n'était pas envisageable que des caravaniers aient dévié leur route traditionnelle pour prendre le chemin de l'Asie mineure et ne jamais revenir, puisque les caravaniers vont et viennent. Alors, l'histoire des nomades indiens, les Dom. Alors, les Domba, au recensement en Inde en 1891, on recense 298 923 groupes hétéroclites qu'on appelle Domba. Ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes coutumes, ils sont dispersés dans toutes les régions. Certains sont dravidiens, d'autres indo-ariens. Donc il s'agit vraiment de quelque chose de totalement hétéroclite. Et ça a été écrit par un certain Sinclair. C'est publié à la Gypsy Law Society en 1909 quand même. Donc c'est intéressant de... Voilà. Alors aussi, j'ai étudié les questions des anachronismes culturels. Donc il faut déjà comprendre un peu le système des castes. Alors le mot caste, ça vient du portugais casto, qui veut dire pur, et on dit castiço, qui est le contraire de mestiço, de métis. Hein, donc la pureté et le... Alors les castes, c'est quoi? Ce sont environ entre 4000 et 5000 jatis en Inde, qui sont des communautés endogamiques, qui ont des règles spécifiques de pureté. Donc on ne mange pas avec d'autres castes, on mange dans sa caste. On ne partage pas l'eau, vous savez, il y a des puits qui sont pour certaines castes, etc. Et on a souvent les mêmes occupations, les mêmes métiers. Voilà. Donc ça donne un peu la même idée que les corporations professionnelles héréditaires qu'il y avait en Europe. Mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Donc les castes ont des lignées qu'on appelle les vitsa. Pour ceux qui connaissent le caldeirage, vitsa, de quelle lignée es-tu, hein, on retrouve le même... voilà. Alors, ces jatis sont classifiés, catégorisés en 4 varnas, c'est des catégories. Il y a les brahmanes, les kshatriyas, les vaishyas et les shudras. Hein, donc les brahmanes, les prêtres, les kshatriyas, les guerriers, enfin et puis les vaishyas, c'est plutôt les commerçants, les artisans, et les shudras sont un peu comme le servage autrefois, un petit peu au service des autres. Voilà. Donc, il existe des tribunaux de caste dans chaque jati. Hein, vous avez des tribunaux de caste. Ça rappelle un petit peu la question de la crise romanie. Et ce qu'on appelle les avarnas, hors catégorie, c'est une constellation non catégorisée de tribus, de castes considérées comme impures. Et c'est ce qu'on a appelé souvent les intouchables. Voilà. Alors, en dehors de ce système, il y a nous tous, nous les mléchas. Nous sommes hors du cycle des réincarnations, nous sommes impurs. Et nous, les blancs, nous sommes des goras. Et les noirs, des samvla ou samvala. Voilà. Alors, il y a eu un recensement en 1901 par un Anglais. Et cet Anglais a inventé le concept d'intouchabilité. En fait, ça n'existait pas ce concept. Il y avait des gens qui étaient impurs, mais le concept
le terme d'intouchabilité existe à partir de 1901. Voilà. Alors en 1947, on abolit l'intouchabilité et les tribunaux de caste. Vous savez bien que ça continue malgré tout, parce qu'avant que les mentalités évoluent vraiment. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est dans une jati. Donc quand on est dans une jati, on a notre feuille de route, on va dire. Si on est un guerrier, on est un guerrier, on doit vivre en tant que guerrier. Si on est un prêtre, on doit vivre en tant que prêtre. C'est la loi, c'est l'ordre, le dharma. Et dans notre vie, on va avoir des actions. Est-ce que ces actions correspondent à la feuille de route que nous avions ou pas? Ça, c'est le karma. Kerav, en romani, karna en hindi, faire, ce qu'on fait, nos actes. Voilà. Alors finalement, c'est le karma qui va déterminer la réincarnation dans une autre jati ou dans une autre catégorie, ou dans un animal aussi bien. Quelque part, on n'est pas héréditaire de nos parents, on n'est pas les enfants de nos parents. Nous, si on est dans une jati, c'est parce que notre vie antérieure, nos actes de notre vie antérieure, voilà. Donc en fait, un hindou ne cherche pas une vie meilleure dans la réincarnation présente, mais dans la prochaine. Et donc il va normalement essayer de suivre au mieux son dharma. Voilà. Donc il y a autre chose qui est très important, c'est le tabou de la Kalapani. Kalapani, l'eau noire. Hein. En fait, en Inde, il y a 7 fleuves sacrés, il n'y a pas que le Gange. Et quand vous vous éloignez des sources des fleuves sacrés ou des embouchures des fleuves sacrés, eh ben vous devenez impur. Vous rompez le cycle des réincarnations et vous devenez un bout. Un bout, c'est l'équivalent d'un moulot, c'est-à-dire une sorte de revenant qui vient et qui... Voilà. Donc, vous voyez, le nord de l'Inde, là, c'est l'Hindu Kuch et l'Himalaya. C'est là où sont les sources des fleuves sacrés. Et en plus, c'est très difficile à traverser. Alors ça, c'est Grellman qui écrit. Si en réfléchissant sur l'émigration des Bohémiens, on n'est pas porté à croire qu'ils furent déterminés par une aveugle impulsion à quitter tout un coup leur père natal, on ne saurait attribuer cette désertion simultanée à aucune autre cause plus plausible qu'à la guerre portée par l'Inde par Tamerlan. Et la date de leur arrivée en Europe l'indique visiblement. C'est en 1400. Alors lui, Grellman, il le date à peu près à cette époque-là. Nous, on sait qu'ils sont arrivés bien avant. Voilà. On objectera peut-être ici, avec quelque apparence de raison, que lorsque cette prétendue fuite eut lieu, ce n'étaient pas seulement les Bohémiens ou la plus basse classe du peuple qui quittèrent le pays, mais aussi tous les autres Indiens, même ceux du plus haut rang, bien sûr, s'il y a une guerre, etc. On peut imaginer que des gens fuient en masse. Cet argument tombera néanmoins de lui-même, pour peu qu'on se rappelle l'attachement que les 3 premières castes ont pour leur patrie, à laquelle ils attribuent un degré extraordinaire de sainteté, et qu'ils regardent comme la seule contrée destinée par le Créateur de l'univers à être habitée par un peuple aussi sanctifié que le sont les Brahmes, les Kshatriyas, et voilà. Et donc, ils préfèrent de souffrir les plus affreux tourments et la mort même, plutôt que de quitter ce pays choisi pour leur demeure par le Tout-Puissant lui-même, pour aller en habiter un autre. Donc, l'idée de quitter volontairement son pays, et c'est pas que les 3 plus grandes, pas castes, mais Varna, en fait, dont il parle là, les catégories. Alors, quand même, il y a des gens qui ont quitté l'Inde, parce que vous savez très bien qu'il y en a à Madagascar, il y en a à l'île de la Réunion, des Indiens, vous en trouvez même dans les Antilles, hein, en Martinique, etc. Eh bien, ils se sont longtemps appelés les Kalapens, ce qu'on a appelé les coulis, les Kalapens. Donc, qu'est-ce qui se passe en 1834? Il y a l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. Et ils vont engager des hindous pour aller travailler dans les îles de l'océan Indien et aux Antilles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces hindous vont accepter de partir dans des convois conduits exclusivement par des musulmans et avec des chaudrons d'eau du Gange pour conjurer ce sort de la Kalapani. Alors, regardez ce texte d'un ancien couli, d'un descendant de couli. Mais si les risques inhérents à la traversée paraissaient considérables aux yeux des émigrants, c'est que ces derniers transgressaient l'interdit hindou du Kalapani, fatalité censée frapper ceux qui quittaient la terre sacrée pour aller courir les mers, malédiction participant de la prévention hindoue à l'égard du monde lointain, étranger, corrupteur,
source d'impureté et de déchéance spirituelle. Il apparaît d'ailleurs dans un rapport confidentiel du gouverneur de Pondichéry, en date du 25 décembre 1865, que les magistrats autochtones opposés à l'immigration ne se privaient pas, entre autres arguments, destinés à effrayer les candidats à l'engagement, de brandir la malédiction du Kalapani. C'est cet interdit qui explique le recours d'hindous à une divinité musulmane pour la protection de leur convoi. Donc c'était uniquement dans des bateaux conduits par des musulmans, avec aussi des rituels. En effet, eu égard à l'interdiction hindoue de quitter l'Inde, on conçoit l'incohérence qu'il y aurait à ce que ces derniers sollicitassent les dieux qui participaient à cette prohibition. Cet emprunt à l'islam, dans des pratiques hindoues qui par ailleurs étonnent par leur fidélité à leur liturgie originelle, celle de l'hindouisme des villages tamouls du XIXe siècle, a donc été motivé par des nécessités pragmatiques liées au passage des eaux. Constitutif d'un hindouisme hors de l'Inde, cet emprunt a en définitive contribué à reproduire la religion en terre étrangère, à accompagner hors du sous-continent et par-delà l'horizon du grand large les individus et des croyances qui n'avaient, selon la stricte orthodoxie hindoue, de légitimité que dans les limites spatiales fixées à cette dernière. Alors, ça je savais depuis longtemps que Vasco de Gama avait pris des otages. Ça a été un drame absolu pour ces otages, parce que, pas parce qu'ils quittaient l'Inde, leur famille, etc., mais à cause de ce tabou d'impureté. Donc voilà ma conclusion. Donc petit à petit, au fil des années, vous voyez, petit à petit, je me pose des questions et je me dis qu'il est guère imaginable que des hindous, nomades ou non, et nombreux de surcroît, et ne souffrant pas d'ostracisme particulier, pour certains, nomadisme dans beaucoup de pays, c'est quelque chose de normal, se soient rassemblés à un moment précis pour migrer tous ensemble de leur plein gré hors de l'Inde. Alors, malgré tout, il y a des présences et influences indiennes à l'extérieur de l'Inde au cours des siècles, donc je m'y suis intéressée. Alors, il y a eu un rapport qui a été fait en 2000 par New Delhi et qui a compté le nombre de personnes d'origine indienne, Person of Indian Origin, et les citoyens indiens qui se trouvent en dehors de l'Inde. 1 148 000. Un chiffre totalement insignifiant par rapport à la population énorme de l'Inde. C'est vraiment comme si c'était peanuts, on dit peanuts. Quand on pense qu'il y a 6,7 millions Grecs en Grèce et 10 millions à l'extérieur, 57 millions en Italie, 60 millions à l'extérieur, 13 millions de Libanais, non, c'est les 13 millions à l'extérieur, pardon, et 3,5 millions au Liban, on voit que les Indiens, c'est vraiment presque rien, ceux qui ont quitté l'Inde. Alors, il y a une seule allusion aux Roms dans ce rapport, c'est « The Roma and the Gypsies who migrate to Italy claim to be persons of Indian origin ». Là, donc, c'était en 1400 quelque chose qu'il y a eu cette déclaration. Alors voilà, ils estiment, tous les pays, les personnes d'origine indienne, les citoyens. Voilà, alors par exemple, New Zealand, il y a 50 000 plus 5 000. Regardez la Roumanie, il y a 2 personnes d'origine indienne et 489 citoyens indiens. Donc là, les Roms sont complètement oubliés dans ces statistiques. Alors, il y a encore une fois, il y a des hindous qui ont quitté l'Inde. Il y a eu la colonisation du Sri Lanka au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans le Ramayana, on a inventé qu'il y a eu un pont qui a été construit par l'armée des singes pour qu'on puisse passer, regardez la queue là, de Hanuman, donc qu'on puisse passer sur ce pont. Et quand on les vu par satellite, ce qu'on appelle le Rama Bridge, existe une sorte de pont, vous voyez, à l'intérieur, sous la mer, là. Donc, il existe ce Rama Bridge. Ce qui explique que là, on n'a pas enfreint le fameux tabou, puisque on a pu passer à pied sec sur... voilà. Alors, il y a eu également la colonisation du Népal. Alors, on est quand même encore dans des terres à peu près irriguées par des fleuves sacrés. Il s'agit surtout d'un clan Rajput, de mercenaires qui ont colonisé le Népal. Et puis, en 480 avant Jésus-Christ, il y a eu un contingent d'Indiens à la bataille des Thermopyles.
Et il y avait des éléphants, hein, et les Maouts d'Alexandre avaient des éléphants. Donc il y a eu quand même des sortes de mercenaires, hein, parce qu'un éléphant de guerre, c'est pas juste son cornac, c'est les soigneurs, c'est ceux qui apportent à manger, c'est ceux qui les... C'est énorme. Autour d'un éléphant, vous n'avez pas qu'une personne, bien évidemment, hein, c'est toute une... voilà. Et souvent une caste, hein, des gens ou plusieurs castes associées. Plusieurs castes associées, le soigneur n'étant pas de la même jati que celui qui... Voilà. Alors, même les éléphants carthaginois, vous savez, Hannibal, lui avait un éléphant indien, et les autres éléphants étaient des éléphants africains, mais d'Afrique du Nord. Vous savez, c'est une race qui a été complètement éteinte par les jeux du cirque de Rome, hein. Ils ont fait voler beaucoup de ces éléphants qui étaient assez petits, et ils ont complètement été disparus. Pour ça, pour vous dire que quand même, il y a eu des Indiens en dehors de l'Inde, voilà. Et il y a eu surtout, vous savez, à Bali, on pratique une forme d'hindouisme, on pratique aussi au Cambodge, en partie, une petite partie du Vietnam, ce qu'on appelle le Champa. Donc il y a eu des royaumes sanskritisés d'Asie du Sud-Est qui ont adopté les codes idéologiques et esthétiques, mais il n'y a pas eu de colonisation ni de migration indienne. Il s'agit surtout de brahmanes qui ont été, qui on a demandé de venir pour venir devenir des sortes. Donc bon, certains ont accepté de quitter, donc on peut. Voilà. Alors il y a eu la diffusion de langues liturgiques, le pali par le bouddhisme, et le sanskrit à la fois par le bouddhisme et par l'hindouisme. Donc on trouve, par exemple, c'est intéressant, c'est que au Vietnam, par exemple, vous avez des tribus des hauts plateaux qui parlent une langue, ce qu'on a appelé longtemps les Moy, hein, mais c'est les tribus qui parlent des langues où on compte comme en sanskrit, en fait. Donc il y a une influence. Alors aussi, on trouve des Indiens pas mal en Afrique de l'Est. Des marchands du Gujarati, beaucoup au Mozambique, ce qu'on appelle les Monyets, mais ils sont exclusivement musulmans. Alors les musulmans n'ont pas ce tabou de la Kalapani. Et puis beaucoup de chrétiens, hein, de Goa par exemple, qu'on va trouver aussi bien en Afrique qu'au Portugal. Au Portugal, on trouve beaucoup d'Indiens, soit des Gujarati, puisqu'il y avait une ancienne colonie portugaise dans le Gujarat, et puis voilà. Mais musulmans et chrétiens maintiennent complètement leur appartenance à une jati. Normalement, l'islam et le christianisme abolissent les jatis. Mais non, ils le maintiennent. Alors, juste une anecdote, mon beau-père était de Goa, et à l'église, il y avait les bancs par jati, par caste en fait. Hein. Et chez lui, venaient des gens nettoyer les latrines de basse caste, et il n'a jamais vu leur visage. Ils venaient quand il faisait nuit, et ils se tournaient, donc il n'a jamais vu leur visage. Donc vous voyez, il y avait quand même, malgré les conversions à l'islam ou au christianisme. Donc ce que je veux dire, c'est que la jati, c'est quelque chose de très très fort, de très important. Alors je continue avec donc en fait, on comprend que peu d'Indiens ont pu choisir comme ça délibérément des populations quitter l'Inde, et il y a encore une incohérence linguistique. C'est qu'il y a un caractère exceptionnel de la présence d'un mésolecte indo-arien en Europe au XIVe siècle. Alors je vais parler un petit peu de linguistique pour expliquer. Alors quand on est dans nos villages, on parle on va dire patois, ce sera plus simple, hein, notre langue que j'appelle la langue de connivence. Chacun, dans des villages, dans une région, parle des choses qui se ressemblent un peu. Hein, voilà. Quand on se retrouve à la foire, on va échanger les marchandises, et on va tout faire pour se comprendre. C'est-à-dire, on va effacer notre accent, les mots un petit peu. On va tout faire pour communiquer. Ce que j'appelle la langue de communication, le mésolecte. Et donc, une langue où on va... Et en même temps, on va enrichir. Puisque chacun va fabriquer quelque chose dans son village. De nouveau, il va lui donner un nom. Et donc, on va à la fois enrichir toute cette communauté, mais aussi le vocabulaire. Et l'acrolecte, ce sont des langues de domination idéologique, souvent liturgique et administrative. Alors, c'est un continuum. Le basilex, c'est entre 1500 et 3000 mots. C'est la phrase minimale, hein, sujet, verbe, complément. Et puis, on a le support gestuel, l'intonation, la prosodie. Et en général, ce n'est pas transcriptible. Si je dis « Comment va ton fils ?»
Ouais, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire une phrase, je comprends par des gestes, par la mimique, etc. Alors maintenant, on a inventé les smileys, c'est pas mal, parce que des fois, ça exprime bien notre état d'esprit. Voilà. Alors pour le mésolex, c'est entre 8000 et 15 000 mots. Alors là, comme on veut se comprendre, on veut s'expliquer, là il s'agit vraiment Alors on va mettre des adjectifs pour dire, pour expliquer comment sont les choses, pour raconter ce qu'on a fait. On va mettre des adverbes, rapidement, lentement, etc. Et puis on va mettre en perspective dans le temps, parce qu'on va être amené à raconter des choses à d'autres auxquelles ils n'ont pas assisté. Dans notre petit village, on a tous assisté aux mêmes choses, on n'a pas besoin de faire un roman. On évoque juste, tu sais, celle-là, voilà, ça suffit, on sait de quoi on parle. Mais si on veut parler avec d'autres gens dans un cercle plus large, voilà. Et alors, par contre, l'acrolecte, c'est entre 30 000 et 50 000 mots, avec une syntaxe de plus en plus complexe. Alors, le français, c'est grosso modo, quand on racle tous les fonds de tiroir, 200 000 mots. L'anglais, c'est 600 000 mots. Et le sanskrit, 1 500 000 mots. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Inde? On a la même situation que partout dans le monde. On a nos petits basilecs, nos gens dans les villages. Quand ils se retrouvent, ils mélangent leur langue, et donc ils ont des langues, ils arrivent à se comprendre et ils enrichissent. Voilà, c'est ce qu'on appelle les langues naturelles, les prakrits. Et puis il y a aussi la Vak. C'était la langue des Védas, dont la langue que les prêtres utilisaient, cette langue des Védas. Alors ces Védas n'ont été écrites que très très tard. C'est une langue liturgique qui était uniquement transmise oralement. Alors Vak, c'est le même mot que Vox, ça veut dire la voix. Et en fait, ce sont des connaissances révélées par l'audition, par la shruti. Et donc, la transmission ne se faisait que oralement. Et donc, il y avait je ne sais pas combien d'écoles de transmission, donc des brahmanes avec des petits brahmanes. Et alors, ils leur apprenaient par cœur, d'une certaine façon, par exemple, en mettant à l'envers le 4e mot. Donc, chaque école de transmission, je ne sais pas, il y en avait une douzaine, avait sa propre technique pour la mémorisation. Et ils se retrouvaient régulièrement pour voir s'il y avait eu des écarts de transmission. Alors pourquoi ça devait être oral? C'est qu'il fallait avoir un certain accent, parce que les dieux ne comprennent pas si tu parles avec un autre accent. Si tes prières avec... donc en fait, il fallait... Si c'est écrit, tu vas le lire avec ton accent. Mais si c'est transmis oralement, tu vas avoir l'accent parfait que les dieux, pour pouvoir toucher les dieux. Alors, il existe donc cette Vak, et voilà. Alors, au 5e siècle avant Jésus-Christ, un certain Panini va intégrer le vocabulaire issu de divers prakrits et formaliser la langue des Védas, voilà. Et il va faire le sanskrit, qui veut dire sam, ensemble, kere, mettre ensemble. Voilà. Alors, par exemple, quand on dit que le romani descend du sanskrit, non, le sanskrit est issu des différents prakrits. Voilà, c'est le contraire. C'est pas... voilà. Donc ça veut dire composer, arranger. Donc lui, il va inventer des règles de grammaire. Alors pour vous donner une idée, dans les langues latines, le pluriel souvent se fait avec un S, en portugais, en espagnol, en français. Mais en italien, c'est avec I. Alors, tous ces prakrits avaient des grammaires un peu différentes. Il a fallu inventer une règle commune. Et donc, pour le sanskrit, par exemple, on choisit soit le S, soit le I, soit on invente autre chose. Et alors, pareil, il avait des étudiants, des disciples qui apprenaient par cœur ces lettres, ces formes de grammaire, ce n'était pas écrit. Et ça a été longtemps transmis uniquement oralement. Alors, disons que dans tout cet espace, il y a eu le moyen indo-arien, c'est-à-dire un mésolecte supérieur, on va dire, de plus en plus avec tous les échanges, etc. Et voilà que moi j'ai remarqué qu'il y avait un caractère tout à fait exceptionnel de la présence d'une langue vernaculaire indo-arienne, un prakrit, donc une langue, le romani, éloigné de sa base. Alors, voilà l'Inde. Alors, en moins 600, c'est la colonisation du Sri Lanka, donc là il y a une langue indo-arienne.
Il y en a au Népal, et puis il y a ces fameux royaumes sanscritisés et ces fameux bouddhistes. Alors les bouddhistes n'ont pas ce tabou, hein, ils peuvent voyager. Voilà. Et puis nous voilà au moins sur en 1322 une langue indo-aryenne, mais pas un acrolecte, une langue parlée par des gens, par des familles qui se trouvent à l'autre bout du monde, on va dire. C'est totalement incohérent. Enfin, c'est totalement exceptionnel. Voilà. Donc, en fait, le sanskrit, le pali, c'est le véhicule d'idéologie, hein, des textes sacrés, des textes qui sont oraux mais sacrés. Voilà. Alors que là, c'est véhiculé par une population. Voilà. Et voilà que, en 1999, l'ancien vice-président d'INALCO, qui s'appelait Paul-Éric Meyer, qui est un indianiste, réétudie toute l'histoire de l'Inde. Parce qu'il faut dire que les Indiens ne se sont jamais intéressés à leur histoire. C'est les Anglais qui se sont intéressés à leur histoire. Eux, c'était les cycles, les réincarnations. Enfin bon, ils étaient complètement dans un autre schéma. Et donc, en réétudiant toute l'histoire de l'Inde, ils se rendent compte qu'au début du XIe siècle, il y a eu une déportation massive de population de la région de la moyenne vallée du Gange par les Ghaznavides et vendus comme esclaves en dehors de l'Inde. Alors, il se pose la question s'il y a un lien avec les Roms. Voilà ce qu'il écrit. Il est fort possible que l'émigration forcée de prisonniers de guerre vendus et réduits en esclavage en Iran et en Asie centrale soit en partie à l'origine de la communauté rome, qui est tzigane dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge, dont la langue et un certain nombre de pratiques sociales établissent l'origine nord-indienne de façon irréfutable. Le terme manouche, alors manouche c'est le mot dans toutes les langues du nord de l'Inde, manouche c'est l'être humain, c'est l'homme, en fournit un exemple. Faute de pouvoir retourner en Inde, il se serait libéré de la servitude en partant sur les routes de l'Ouest, atteignant l'Europe au XVe siècle et formant ainsi la première diaspora d'origine indienne dans le monde. Voilà, et les Roms furent appelés Égyptiens, etc. Alors, Éric Meyer, qui connaissait Marcel Courtiade, lui donne son texte. Et Marcel Courtiade, en 2002, m'envoie tout un truc qu'il appelle l'origine du peuple rome, chronique et légende. Il m'envoie ça, et puis, bon, alors je vois, 1018, Mahmoud attaque Kanaouz, déporte 53 000 habitants, mort de Mahmoud, lacune, passage des descendants des Kanaoudji du Khorasan à Byzance. Alors la lacune, elle dure quand même 400 ans. Et puis l'Europe, voilà. Donc lacune pendant 400 ans. Alors ça, moi, ça m'a empêché de dormir. Parce que j'avais fait toutes ces constatations avant, et je me disais, voilà qu'il y a une première piste plausible. Une déportation massive. C'est-à-dire pas volontaire, hein, une déportation. Issue d'un territoire compact, puisqu'on a une langue quand même très cohérente. La base du romanisme est cohérente, c'est pas des mélanges de différentes langues. À part l'histoire du persan, l'arménien et grec, mais ça on voit bien que c'est des empreintes. Et hors de la terre sacrée de l'Inde. Donc, y avait-il un lien entre les esclaves indiens déportés au XIe siècle et les descendants d'Indiens réduits en esclavage dans les principautés roumaines à partir du XIVe siècle, donation d'esclaves en 1386 au monastère Saint-Antoine de Montény, sous vassalité ottomane, soit 368 ans plus tard. Voilà les questions que je me pose. Donc voilà. Donc, déportation depuis Kanoj, puis les gens vont arriver à Ghazni, et là on va les vendre en Transoxiane et au Khorasan, des marchands viennent les chercher. Alors, que se passait-il en Transoxiane et au Khorasan au début du XIe siècle? Qui avait besoin d'esclaves et pourquoi faire? Là, on sait qu'à Nopli ou Corfou, je ne sais plus, on atteste la présence en 1322 de population dans les comptoirs vénitiens. Les comptoirs vénitiens, c'est une plaque tournante du trafic d'esclaves en Méditerranée. Candie, Noplon, Modon. Et en 1385, c'est attesté la donation d'esclaves Tingani au monastère Tsismana en Valaquie, sous vassalité ottomane. Donc voilà. Quel était le lien entre les Turcs ghaznavides et les Turcs ottomans? Y avait-il un lien? Voilà les questions que je me posais. Et donc l'étude du contexte historique nous révèle les événements qui se préparent dans cette région et provoqueront une onde de choc dont les répercussions se feront sentir jusqu'en Europe. Voilà, ça c'est ma première partie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des réflexions. La deuxième est plus courte. Il est quelle heure? Ça va, on attend. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Des remarques?
c'est par rapport à la famille et les musulmans. Comment, pour aller plus loin, on peut appeler ça conversion? Ah non, ils ne sont pas convertis. Ouais, mais... Non, non, ils ne sont pas convertis. Ils ont été protégés par des, on va dire pour eux, des divinités musulmanes, même si c'est pas ça. Et non, il n'y a pas de syncrétisme. Ils ont gardé vraiment leur hindouisme. Ils ont pu le garder parce qu'ils ont été quand même protégés. Et puis avec cette histoire des chaudrons, ils avaient d'énormes chaudrons dans le bain. Il y a quelques années, il y a eu un énorme conférence ici sur ce tabou de la Kalapani. C'était très très intéressant. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de syncrétisme entre le syncrétisme, ce sont ceux du Temple d'Or, comment on les appelle, les Sikhs. Les Sikhs, il y a un syncrétisme entre l'islam et hindouisme. Enfin, ça c'est une autre histoire. Ça. Mais ça n'existe pas encore à l'époque. Je ne pense pas, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas creusé ça. Voilà. C'est le 16e. Ouais. Ben, on est au tout début des conquêtes musulmanes, hein. Pas pour les coulis, là, ça fait longtemps qu'il y a des musulmans en Inde, mais voilà. Donc, est-ce que je continue? Deux questions. Oui, allez-y. Le terme tzigane est aussi par rapport au tzigane du Rajasthan. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, tzigane du Rajasthan, ce qu'il faut comprendre, c'est les Anglais qui connaissaient les gypsies en Angleterre. Quand ils ont vu des gens plus ou moins nomades, plus ou moins musiciens, ils les ont appelés gypsies. Ça n'a rien à voir. Mais vous en avez dans toute l'Inde, et pas que en Inde. Vous avez en Iran d'énormes populations nomades qui sont artisans, commerçants, saltimbanques. Vous avez partout dans le monde des populations comme ça. Mais bon, les Anglais les ont appelés gypsies. Mais ça n'a aucun lien. Ce qui est intéressant aussi, ce que dit Grellman, je vous le montrerai, c'est pas parce que des gens ont les mêmes occupations, se ressemblent et tout, qu'ils sont forcément parents. Donc, c'est pas... Voilà. Mais je vais revenir à cette histoire de... Alors, donc moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans le Khorasan? Voilà que j'ai étudié le contexte historique. Je vous dis pas à pas comment j'ai avancé. Alors, allons-y, Diaporama. Donc, on va voir la progression. Déjà, la progression de l'islam. Alors, donc, l'islam part d'Arabie. En 10 ans, toute la péninsule arabique est islamisée. Puis après, il continue vers la Perse. Et donc, voilà, ça va aller aussi assez vite. Donc, bon, après, vers l'ouest, je ne vais pas en parler. Voilà. Donc, ça, c'est la progression de l'islam. Donc, c'est la fin, quand ils vont islamiser la Perse, ça va être la fin de ce qu'on a appelé l'empire sassanide, où la religion officielle était le zoroastroïsme. Donc beaucoup de zoroastres ont fui et se sont installés en Inde. Vous connaissez peut-être ce terme des Parsis. Et donc, comment il s'appelle le chanteur Mercury là voilà, Freddie Mercury, c'est un Parsi. Hein, donc c'est en fait un Iranien qui ont fui à cette période-là. Voilà, donc c'est l'époque du moyen persan, ce qu'on appelait le Pélévi, et le moyen persan s'écrivait avec une écriture empruntée à l'araméen. L'ancien persan s'écrivait en cunéiforme, vous savez, voilà, c'était le parthe. Alors ensuite, les Arabes, ils ont arrêté ils ont fait leur conquête, mais après ils ont laissé le boulot aux Iraniens. Et là, les Iraniens islamisés ont créé un autre empire, on va dire, qu'on appelle l'empire des Samanides. Alors les Samanides, c'est la résurrection de l'État perse après la conquête arabe, mais donc islamisé. Mais en voulant préserver quand même l'identité perse. Les Perses et les Arabes, souvent, c'était vraiment à couteau tiré, ils n'avaient pas du tout... Voilà. Et donc, il y a une éclosion d'une nouvelle langue, le néo-persan, mais avec l'écriture arabe, qui a été un peu adaptée pour le persan. Voilà, c'est l'empire samanide. Et alors, ces Samanides, eux aussi, ils sont reposés sur leur laurier et ils ont embauché des mercenaires turcs, mais embauchés, en fait, réduits en esclavage, ce qu'on appelle l'esclavage militaire. Les Turcs étaient des excellents cavaliers, et donc ils ont continué la conquête musulmane, mais c'est ni les Arabes, ni les Perses qui s'en sont occupés, ce sont les Turcs.
Alors quand on est esclave militaire, on peut même devenir, c'est un très bon, alors on est esclave pas tout seul, hein, on embarque tout un clan avec soi, et ils ont été islamisés et iranisés, c'est-à-dire qu'ils parlaient le fameux néo-persan, c'est turc. Et donc, quand on est esclave militaire dans l'islam, vous pouvez même devenir gouverneur, vous pouvez devenir général, c'est-à-dire c'est un statut fonctionnaire, on peut être haut fonctionnaire et on peut nettoyer les toilettes de l'INALCO par exemple. On a un statut de fonctionnaire. Le statut d'esclave, c'est pas la case de l'oncle Tom, hein, c'est pas comme dans les Amériques, même si bon, dans les Amériques aussi c'est plus complexe que ça. Voilà. Alors un de ces esclaves militaires finit par prendre le pouvoir, qui est devenu gouverneur, hein, puisque sur la région d'aujourd'hui l'Afghanistan, à Ghazni. C'est pour ça qu'on va les appeler les Ghaznévides. Donc un esclave militaire turc qui était l'ancien commandant de la garde royale samanide, hein, pour vous dire que voilà, c'est pas enchaîné au pied hein, d'être esclave militaire, c'est pas voilà. Alors il achète un esclave turc, Subbuktugin, et cet esclave, à la mort de Abtegin, va prendre le pouvoir et il va fonder cette dynastie des Ghaznévides. Et son fils, Mahmoud de Ghazni, alors il y a plein de péripéties parce que j'en aurais pour des heures pour vous raconter tous ces Turcs, c'est assez complexe. Ce Mahmoud de Ghazni, lui, il veut se construire une magnifique capitale. Il veut des mosquées, il veut des palais, il veut attirer les lettrés, voilà. Et alors il va faire 17 raids dans le nord de l'Inde, parce que dans les temples indiens, il y a des richesses extraordinaires. Alors, il cherche à islamiser, mais pas plus que ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de piller les fameux temples où il y a beaucoup de richesses, beaucoup d'or, etc. Voilà, donc il pille, il déporte des compétences, c'est-à-dire des djatis, qui va réduire en esclavage des djatis, d'artisans, d'architectes, vous voyez, des gens qui vont construire ces palais, parce que les Turcs, hein, c'est des nomades pastoraux, ils ne savent rien construire. Eux, ils ont envie de... Voilà. Et alors, l'esclavage en terre d'islam, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas réduire en esclavage, normalement, quelqu'un du livre. C'est-à-dire, pas de musulmans, pas de chrétiens et pas de juifs. Donc, l'Inde est là à côté, il n'y a ni chrétiens, ni musulmans, ni juifs, et donc, on peut y aller, voilà. Donc, il va vouloir donc construire à Ghazni des palais, des mosquées, et surtout capturer des éléphants de guerre. Alors vraiment, les éléphants de guerre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il va construire des sortes d'étables énormes à Ghazni, avec des centaines et des centaines d'éléphants. Bien sûr, avec ces éléphants, il faut des gens compétents pour s'occuper d'éléphants de guerre. Voilà. Donc il y a vraiment, moi j'ai passé de longs mois à étudier les éléphants de guerre, c'est passionnant. Voilà. Alors donc, il va, une des prises, c'est à Kanauj, un peu plus bas, et voilà ce que dit son secrétaire qui l'accompagne et qui raconte ce qui se passe. Il dit, quand le sultan est revenu d'Inde, avec victoire, etc., il a apporté des pierres précieuses et tellement d'esclaves que les puits, hein, les endroits où on pouvait boire, et les rues de Ghazni étaient trop étroites pour eux. Et les étables et les victuailles n'étaient pas suffisants pour eux. Donc cette prise de Kanauj, c'est vraiment énormément d'esclaves qui arrivent à Ghazni, et Ghazni est complètement dépassé par la situation. Alors, sont venus des tribus de marchands, sont venus à Ghazna pour prendre des esclaves, pour les amener dans le Khorasan et dans la Transoxiane et en Irak. Et le nombre était tel qu'il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres. Et voilà. Donc, voilà. Alors, les 53 000 prisonniers du raid de Kanauj furent conduits à Ghazni, et des marchands vinrent de cités éloignées pour les acheter, si bien que le pays de Transoxiane, d'Irak et du Khorasan fut rempli d'Indiens, des gens de teint clair et des gens de teint sombre, des riches et des pauvres, tous étaient mêlés dans une même commune condition d'esclaves. Donc en Inde, vous savez, selon les castes, vous avez des gens plus clairs, plus sombres, vous avez un peu de tout. Donc si on a pris une population
à Ghazni. Alors vous pensez bien qu'on ne prend pas les vieilles et les bébés. Comment on va marcher à pied jusque-là voilà. Alors ils faisaient ça bien sûr en dehors de la mousson. Hein, et donc on prend quoi? Des jeunes, des gens compétents, donc éventuellement des jatis compétentes autour d'un éléphant de guerre par exemple, des forgerons, parce que alors les Turcs avaient besoin d'armure, etc., mais ne savaient pas forger. Alors l'Inde, c'était le premier producteur mondial d'armes. Il y avait vraiment des connaissances. Voilà. Il y avait aussi tous ces gens qui s'occupaient. Alors il n'y avait pas de chevaux en Inde, puisque les chevaux étaient importés, crevés tout de suite. Ils n'arrivaient pas à faire d'élevage de chevaux. Je veux dire, on leur donnait à manger des trucs cuits, enfin ça n'allait pas du tout. Donc les éléphants de guerre étaient très prisés. Et voilà. Alors, donc il faut aussi, ils ont des armures les éléphants, donc il faut des jatis ou des gens ou des entreprises de guerre, c'est-à-dire des combinaisons de jatis. Vous avez un forgeron, lui il forge, il est d'une jati, mais celui qui va ramasser le métal sur un champ de bataille, c'est une autre jati, celui qui fait le feu, c'en est une autre. Vous comprenez, ce sont des compétences associées. Et donc, dans le cadre de l'Inde, des jatis associés. Alors, là de cette histoire il y a un autre texte qui parle que 1/5 de la prise avait été donnée aux Saïds. Alors les Saïds, ce sont les descendants du prophète, hein, de Mahomet, et on parle de 150 000 esclaves donnés aux Saïds. Donc si on fait un calcul, on parlerait de 600 000 déportés. Ça paraît énorme, mais voilà. Après, comment ils ont compté ça, c'est une autre affaire. Enfin, qu'il y ait du monde, voilà. Alors du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a pu acheter et pourquoi faire ces esclaves en Transoxiane et dans le Khorasan? Eh bien, on tombe sur les Seljoukides. Alors, les Seljoukides, c'est un peu la même histoire. Ce sont des esclaves turcs, des mercenaires turcs oghous, convertis à l'islam sunnite, anciens vassaux des Ghaznévides, mais tout ça, ce sont toujours des esclaves. Et ils vont faire une grande armée. Alors, ils sont convertis à l'islam sunnite assez récemment. Et donc, ils vont former une énorme armée avec des mercenaires turkmènes. Ils ont besoin de logisticiens, comme je vous disais, c'est énorme, les logisticiens. Ces Seljoukides, ce sont des nomades pastoraux, hein, ils ont des troupeaux. Et ils ont avec eux femmes, enfants, troupeaux, esclaves. Et alors, la horde, ce qu'on appelle, ça vient ordo, ce mot a donné la horde, et ça a donné Urdu, hein, vous savez, en Inde, Urdu. Alors il y a le terme Vordon en Roumanie, est-ce que c'est un rapport pour la carriole là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? En fait, ils veulent aller à Bagdad, parce qu'à Bagdad, il y a un calife qui est chiite. Donc l'histoire entre chiites et sunnites, ça n'a pas commencé là, mais c'est, voilà. Donc l'objectif de cette armée seljoukide est de libérer Bagdad, qui est aux mains des chiites bouyides, puis aller au Caire, qui est sous domination des chiites fatimides. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc effectivement, ils vont arriver à Bagdad, et puis ils vont réussir à prendre la place du calife, mais ils ont des troupeaux, et là il n'y a rien à brouter, et donc ils vont aller vers le nord, vers l'Arménie, etc., parce qu'ils recherchent des pâturages. Alors là il y a plein de batailles, plein de trucs, mais enfin ils vont prendre Ani, c'est en Arménie, en 64, puis il va y avoir une énorme bataille à Manzikert en 71. Alors là tous les Byzantins, il y a l'Empire byzantin, il y a l'Arménie, vont se grouper. Donc j'ai oublié le nombre de combattants, mais il y avait plus de Byzantins que de Seljoukides, et en fait ils ont réussi à gagner la bataille et à capturer l'empereur romain d'Orient, rien que ça, voilà. Et donc ils vont s'installer du coup dans ce qu'on appelait la Romanie. Romanie, c'est parce qu'aujourd'hui la Turquie. Pourquoi? Parce que c'était l'empire romain d'Orient, donc on l'appelait Romanie, voilà. Et puis ils vont arriver jusqu'à Nicée, en face de Constantinople en 77, et là, ça va affoler les chrétiens d'Occident, qui vont déclencher la première croisade. Voilà. Donc vous voyez, cet enchaînement depuis tout ce qui a pu se passer en finalement assez peu de temps depuis le début de l'islam. Alors là, j'ai fini par trouver, en lisant les chroniques d'un clerc arménien,
le récit des malheurs de la nation arménienne, qu'il a rédigé entre 72 et 79. La bataille de Manzikert, c'est 71. Et il décrit tous les événements, en particulier les invasions seldjoukides. Et voilà ce qu'il dit. À partir de ces moments, alors il y a eu, vous savez, c'est comme ici, comme partout, les chefs sont en bisbille, hein, comme ici dans les partis politiques, etc. C'est partout comme ça, c'est éternel. Les chefs et les soldats perdirent leur courage et la victoire ne revint plus à l'Empire. La perfidie et la haine divisèrent les puissants, qui foulèrent aux pieds la justice. Ils ne firent que ruiner le pays et n'aidèrent pas à son salut. Voilà, il parle de ce qui se passe dans l'Empire byzantin en Arménie. Le Seigneur fut courroucé et appela à la vengeance de nombreux peuples, des montagnes de l'Alu jusqu'au grand fleuve qui coule du côté nord de l'Inde, afin que ces peuples méchants et de langue étrangère submergeassent de nombreuses terres et notre pays, s'établissant sur les bords de la mer Océane, en fait sur Anicée là, et dressassent leurs tentes en face de la grande ville de Constantinople, pour remplir le monde entier de sang et de cadavres et mettre fin à l'ordre de la foi des chrétiens. Donc voilà, alors ça j'ai envoyé à Éric Meyer, quand j'ai trouvé ça, il a mis Eureka. Donc voilà. Alors le grand empire seldjoukide, c'est pas que la Roumanie qu'on a appelé ensuite le sultanat de Roum. Voilà. C'est aussi les seldjoukides de Syrie et les seldjoukides du Kirman, d'Irak. Donc en fait, avec ces seldjoukides, il y avait des esclaves indiens. Certains se sont retrouvés avec les seldjoukides de Roum, d'autres avec les seldjoukides de Syrie et d'autres avec les seldjoukides d'Irak. Il n'y avait pas que, ils n'ont pas fait le tri, certains groupes ont dû se retrouver d'un côté et de l'autre. Alors j'en viens au fameux sultanat de Roum. Alors Roum, ça veut dire romain. Ça veut dire par extension chrétien. En arabe, quand on parle de Roumi, on veut dire les chrétiens. Et ça veut dire à l'époque les Grecs, hein, puisque c'était les Byzantins qui étaient. Donc la langue officielle quand ces seldjoukides s'installent là, la langue officielle c'est le néo-persan. Mais les langues de la rue, puisque les Grecs et les Arméniens, alors les Arméniens, certains ont fui d'Arménie, sont installés dans ce qu'on a appelé la petite Arménie, en Cilicie, mais les langues de la rue, ils sont pas nombreux, les Seldjoukides, avec leurs esclaves indiens dans cette histoire, ils sont pas très nombreux par rapport à la population. Et donc, voilà, il y a ces trois langues qui sont présentes au même endroit, à la même époque. Et donc pour moi, c'était pas, on a pris des mots persans, puis des mots arméniens, puis des mots grecs. Non, tout ça se passe au même endroit, au même moment. Voilà l'installation des Turcs et de leurs... Alors les Turcs se sédentarisent, hein, ce sont des nomades, hein, les Turcs. Les nomades, là, c'est sûr, sont les Turcs, les nomades pastoraux. Et ils accordent le monopole de leur commerce maritime aux Vénitiens. Voilà, alors le statut d'esclave dans l'islam, c'est le maintien à l'écart, dans des quartiers à part qu'on appelle des mahalas. Les mariages mixtes sont interdits, il faut des vêtements distinctifs, des signes distinctifs vestimentaires, et il faut rester dans l'ignorance de la langue des maîtres, ou du pays conquis, en fait pour être plus docile. Alors un esclave peut être prêté, vendu, légué et affranchi éventuellement. Alors l'affranchissement, il peut être gratuit, si par exemple un esclave a sauvé le fils de son maître ou enfin a fait un exploit, comme on accorde maintenant aussi la nationalité française à des gens qui font des exploits, c'est un peu pareil. Alors, ou bien il faut payer hein, pour pouvoir se racheter son... Voilà. Mais si on veut s'affranchir, on est obligé de se convertir à l'islam, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? Nos esclaves militaires, quand il n'y a pas de guerre, ils vivent dans leur quartier, là, entre eux, dans leur mahala, sous des bâches éventuellement, où certains arrivent à se construire des... Ils vivent dans des quartiers à part. Et ils deviennent, ils travaillent. Certains ont apporté déjà d'Inde des compétences de forgerons, de soigneurs d'animaux. Donc, tous ces soigneurs d'éléphants, bon, il n'y a plus d'éléphants, mais ça peut s'appliquer sur d'autres animaux. Et donc, des esclaves peuvent gagner de l'argent. En fait, ils travaillent, ils gagnent de l'argent. C'est pas comme l'esclavage domestique aux États-Unis où les gens étaient, ou au Brésil, dans une
c'est pas un esclavage dans un domaine. Vous comprenez, c'est pas du tout le même statut. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? En 1243, il y a la poussée des Mongols. Gengis Khan, etc. Alors, Gengis Khan, c'est un empire absolument, le plus grand empire qui ait jamais existé au monde, monstrueux. Et vous avez toutes sortes de petites tribus turkmènes qui ont peur et qui fuient et qui vont s'installer. Vous voyez, le sultanat romain est tout petit et ils installent toutes sortes de petits bellicats, c'est-à-dire des petits duchés, avec des Turkmènes là. Alors là, les Turkmènes, ils ne parlent pas le néo-persan, ils parlent turc. Et voilà, il y a une tribu qui était là, la tribu d'Osman, et elle va s'installer là. Et c'est ce qui donnera plus tard les Ottomans. C'est une petite tribu qui, elle, va prendre le pouvoir. Donc, au début 14e, voilà, ça c'est mon hypothèse, des esclaves affranchis vont vers les comptoirs vénitiens, voilà, où les... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et donc, on atteste à Corfou, à Nopi, etc., des Atsingani, ou des Romiti, ou des Romaivi, qui sont... Alors ensuite, les Ottomans, finalement, prennent le pouvoir dans le sultanat de Roum, hein, sur les Seljoukides, et puis ils vont aller en Europe. Et donc, il y a quelques clans, on va dire peut-être, de gens qui s'étaient affranchis, mais le gros des troupes est resté sur place, bien évidemment. Et donc, ce gros des troupes est toujours en partie sur place, puisqu'en Turquie, vous avez énormément de Tchinguénés. Et donc, une partie a été envoyée, par contre, dans les vassalités ottomanes, qui étaient la Valaquie et la Moldavie. Qu'est-ce que je raconte? Oui, Valaquie, Moldavie. Donc, en fait, ce sont des principautés roumaines, mais qui étaient sous vassalité ottomane. Voilà. Alors, voilà que je lis. Un jour, je tombe sur un bouquin de Jan Hancock, qui dit « Si la migration à travers la Perse et l'acquisition des mots perses ont eu lieu au 5e siècle, comment se fait-il que, aussi bien en Roumanie qu'en Lomavrane et en Domarie, il s'agit du persan moderne, du néo-persan. Donc il fait la même constatation que moi, c'est bien du néo-persan, donc cette histoire du 5e siècle et tout, ça ne colle pas. Si les ancêtres des Roms n'étaient pas des militaires, comment se fait-il qu'il y a tant de termes militaires d'origine indienne en Roumanie et si peu de termes d'origine agricole, enfin très peu de choses. Et alors, attends, je ne sais pas là, qu'est-ce qu'il dit? Non, linguistique. S'ils n'étaient des militaires, mais pas des Rajpouts, qu'est-ce qu'ils pouvaient être d'autres? Hein, les Rajpouts, donc c'était des castes militaires. Si la population qui a quitté l'Inde en petits groupes sur plusieurs siècles, comment ces groupes se sont donc regroupés à un moment donné, s'ils ont quitté l'Inde par petits, voilà. S'ils étaient des saltimbanques, des commerçants, etc., comment sont-ils arrivés en Anatolie? On a vu qu'il n'y avait pas de route caravanière depuis l'Inde, voilà. Et si ces Indiens ont quitté l'Inde en tant que force militaire, comment est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'en Anatolie? Et alors là, il parle de deux auteurs, Soulis et Fraser, comme ils ont dit, les Seljouks étaient certainement responsables pour l'entrée des Roms en Anatolie. Quelles en étaient les circonstances? Comment les Seljoukides les avaient-ils trouvés? Comment se fait-il qu'ils étaient arrivés avec les Seljouks? Alors moi là, je dis ouf, je suis pas la seule. Ça m'a rassurée de voir qu'il y avait d'autres gens qui étaient tombés un peu sur les mêmes conclusions. Alors là, avec Hancock, on a des convergences tous les deux. Donc début 11e, déportation de compétences hétérogènes utiles aux armées. En 71, le sultanat de Roum et la formation de la langue romanique, qui est une langue indo-arienne avec du persan, néo-persan, de l'arménien et du grec. Ça colle, puisque c'est là qu'on parle toutes ces langues. Et puis, au XIIIe siècle, au début, invasion ottomane et dispersion en Europe, petit à petit. Alors, avec Marcel Courtade, grosse divergence. C'est sur le terme Domba, qui aurait donné Roma, c'est pour ça qu'il mettait 2 R. Alors, les Dom, comme je dis, ce sont des groupes hétéroclites
qui ne parlent pas les mêmes langues. Pourquoi voilà. Alors, Marcel, en relisant ce qu'il écrit, dit oui, mais il pouvait y avoir un petit groupe de Dom, de Domba, et alors du coup, on a donné le nom de Domba à tout le monde. Voilà ce qu'il dit. Bon, moi, ce que je constate, c'est que dans les langues du nord de l'Inde, pour dire époux, épouse, Rom, Romni en Calderache, par exemple, mais aussi dans toutes les langues, entre guillemets, le romanesque, dans tous les variantes, et bien en hindi et dans les langues du nord de l'Inde, Raman c'est le mari et Romni c'est la femme. Ramni. Raman, Ramni. Alors, selon les langues du nord de l'Inde, c'est le A et un O, ou ça varie. Voilà, pour moi, le mot époux, épouse, ça vient tout simplement des langues de l'indo-arien. C'est époux, épouse. Alors, il y a d'autres mots. Mais nous, on a bien mari et femme, et on a époux, épouse. Enfin, il y a plusieurs conjoints, conjointes. C'est pas un terme qui est tellement utilisé maintenant, mais il existe. Vous pouvez le trouver dans le dictionnaire. Par contre, en tant qu'ethnie, quand on dit ma femme, ma Romney, d'accord, mais moi je suis un Rome, c'est dans l'idée je suis d'une ethnie, je suis d'une nation. Alors pour moi, ça vient tout simplement de la Romanie, parce qu'ils ont vécu très longtemps dans cette Romanie, et c'est là où vraiment ils vont devenir un groupe cohérent, on va dire. Et alors, les gens qui vivaient dans la Romanie, tous, les Grecs se disaient Romei, ils s'appelaient comme ça, voilà, et les Romei, et Romagnols, c'était les Juifs hellénisés. Ben, tous ceux qui vivaient là s'appelaient Roma quelque chose, puisque c'était, nous, on s'appelle tous français, mais il y a des Bretons, il y a de tout, enfin bon, donc selon les, voilà. Alors, ça c'est Sinclair, toujours en 1909, qui dit le mot dérivé du byzantin romain, lui, il pense que ça vient de la Romanie, aussi. Alors lui, il a écrit un article qui s'appelle The Word Rome. Vraiment, c'est très intéressant. Vous voulez, je pourrais vous le transmettre. Alors avec Marcel, on n'était pas du tout d'accord. Bon, pour moi, c'est un hasard, mais il y a le terme homme et femme, c'est de l'indo-arien. Et le terme je suis un Rome, ça, c'est du grec en fait. C'est je vis dans ce pays qu'on appelle la Romanie. Voilà. Alors le mot Atsinganoi ou Atsinganoi, tzigane, autre divergence avec Marcel. Alors là, c'est une hypothèse vraiment, mais qui m'a été soufflée par un spécialiste du néo-persan justement. Voilà. Alors, cette histoire qu'on disait, bon, les tziganes, parce que tzigane, ça veut dire qu'on ne touche pas, intouchable. En fait, c'est une secte gnostique qui a disparu depuis le IXe siècle, et ce concept d'intouchabilité en Inde n'existe que depuis, je vous l'ai dit, depuis que cet Anglais a inventé cette notion d'intouchabilité, ce terme d'intouchabilité. Voilà. Alors, il se trouve que les armées s'entraînent. On entraîne les éléphants de guerre, mais on entraîne les chevaux de guerre. Et il y a un entraînement qui s'appelait qu'on appelle aujourd'hui le jeu de polo, il me semble que c'est ça, avec voilà. C'est un entraînement militaire en fait. Et le marteau là, l'espèce de marteau de maillet, s'appelle le chaugan. Et alors à Constantinople, on s'entraînait dans les tzikanerium pour faire cet entraînement militaire avec les chevaux. Après, c'est devenu carrément un sport. Et donc, en français, on trouve le mot chicane, qui veut dire manœuvre processive. Alors, ce terme de chaugan voulait dire lad, maquignon. En fait, c'est à partir de ce chaugan, qui est le maillet, il est venu ces termes de lad, maquignon, qui auraient pu donner chigan, chingene. En turc, les Turcs les appellent comme ça. Voilà. Alors, le marteau, il me semble en roumain, se dit chocan. Voilà. Et puis, on va retrouver tout ce terme cigano, cigana, cigani, etc., qui pourrait venir de ce terme chocan. Alors, pareil, Marcel était furieux parce qu'il me dit oui, il fallait que ce soit en Europe qu'on ait donné et pas avant l'Europe. Ça ne lui plaisait pas que ce soit un mot finalement issu du persan et pas de... Voilà. Donc on a beaucoup discuté de tout ça. Mais mais j'avais lu que cette secte
justement, elle était isolée, qu'on n'avait pas le droit de la... Oui, mais elle avait disparu, la secte. Au 9e siècle. Enfin, par exemple, ils sont... Oui, ils sont arrivés au 11e. Donc c'est après. Oui, ils arrivent après. D'accord, donc faut savoir- Alors, par contre, c'est vrai que les Grecs mettent quand même, on retrouve des textes où ils parlent de Asinganoi ou Atsinganoi. Et donc, peut-être qu'il y a eu un mélange. Les Turcs les appelaient Tchingene. Donc, s'ils entendent les Turcs qui parlaient donc persan, ils les appellent Tchingene. S'ils ils entendent les Tchingene, ça peut être pu être finalement un mixte de ces deux termes. Pourquoi pas? C'est possible. Alors maintenant, j'en viens au terme des Égyptiens, Gypsies, Gitans, etc. Alors ça aussi, c'est intéressant. Avec la poussée des Mongols, les Mongols vont vouloir aussi aller jusqu'en Égypte. Et les Mamelouks d'Égypte, qui sont des anciens militaires esclaves turcs aussi, vont vouloir contrer les Mongols. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont aller chercher à Constantinople. Ils vont se mettre d'accord avec les croisés. D'habitude, ils ne sont pas d'accord, mais là, pour contrer les Mongols, ils vont faire alliance avec les croisés. Ils vont aller chercher 20 000 hommes à Constantinople. Et parmi ces hommes, donc pour moi des entreprises de guerre, est-ce qu'il n'y avait pas des anciennes Jati ou groupes entreprises de guerre indiennes qui étaient donc, alors là le commandement était sous les Mamelouks, et donc est-ce qu'ils auraient été appelés égyptiens parce que, donc ils ne sont pas allés en Égypte du tout, ils sont allés en Syrie, parce qu'on appelait égyptiens tous les gens qui étaient dans cette, peut-être avec le type physique, je ne sais pas. Et ensuite, en fait, Constantinople c'était un état latin, des croisés à l'époque. Alors les latins auraient pu les embarquer des entreprises de guerre égyptiennes à leur service, parce que alors, les latins ils sont tout le temps en bisbille avec les byzantins, il y a tout le temps des guerres entre eux. Et en fait, bon, là je n'ai pas mis le texte, mais le texte où ils arrivent à Paris, à Saint-Denis, ils disent nous étions des chrétiens, puis d'autres chrétiens sont venus nous subjuguer, puis après sont venus les Sarrasins. En fait, ils racontent toute l'histoire qui se passe dans cette région à l'époque. Bon, là je ne vous l'ai pas mis, mais il y a tout. Voilà. Et donc, aurait-il eu en récompense, certains, un petit comté, une petite Égypte, ce qui se faisait. Par exemple, quand il y a eu la reconquête au Portugal, on a offert le comté portucalense, qui est devenu après le Portugal. Voilà, donc, de même, histoire de petite Égypte, il y a la petite Arménie, on appelait quand vous avez une population, mais pour moi, rien à voir avec une population égyptienne, mais plutôt toujours dans l'histoire des entreprises de guerre. Sachant que nos fameux ducs et comtes de Petite Égypte, ensuite, ont énormément servi dans les armées, des seigneurs féodaux, aussi bien en Portugal qu'en France, etc. Donc ça, voilà. Alors, Paul Veyne, qui est un grand historien, dit l'historien est celui qui se méfie de ce qui va de soi. Et voilà, moi, ma recherche s'inscrivant dans un enchaînement d'événements historiques précis donne une légitimité à l'importante présence dans l'Europe d'aujourd'hui de populations qui apparaissent encore à beaucoup comme tombées de la lune ou arrivées comme poussées par le vent. Je vois souvent des trucs, telle date ils sont là, telle date ils sont là. Mais qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Pourquoi il y a des gens, et c'est pas par hasard qu'on a actuellement des gens qui viennent, qui traversent la Méditerranée, c'est pas par hasard. On peut donner des dates, ils arrivent ici, ils arrivent là. Voilà, il faudrait poursuivre dans les archives persanes et ottomanes, mais je n'en suis pas capable. Donc voilà ce que m'écrit Meyer en 2007. Madame, je vous remercie de votre communication que j'ai lue avec beaucoup d'intérêt. Je vous envoie un document joint. En document joint, l'étude restée inédite que j'avais faite pour Courtiade et dont il a tiré les éléments pour ses publications en cours. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises à Marcel Courtiade et à ses étudiants, l'hypothèse de l'esclavage forcé d'Indiens par les Turcs Ghaznavides me semble très vraisemblable. Mais il faut se garder d'affirmer comme une vérité historique irréfutable que la prise de Kanoz est l'événement fondateur. Les informations et les chiffres donnés par les chroniques telles Koutbi, qui était chargé de célébrer les hauts faits de son maître Mahmoud, pouvant être discutés. Sur le fond, il est évident que des recherches plus poussées dans les domaines médiévaux, persans, arméniens et turcs pourraient peut-être permettre de trouver quelques jalons. Beau sujet de recherche pour un étudiant polyglotte de l'UNALCO.
c'est pour vous. Sur le détail de votre texte, j'ai une objection à formuler au tout début quand vous dites que les Indiens refusaient catégoriquement de quitter l'Inde. Toute l'histoire médiévale de l'Inde le prouve. D'ailleurs, après j'ai été voir, effectivement, je vous ai montré des Indiens, voilà, en particulier vers l'Asie du Sud-Est. Mais cela ne détruit pas votre argument d'ensemble et le reste du papier est bon. Si vous continuez à creuser le sujet, tenez-moi au courant. Et ensuite, nous avons publié ensemble, Éric Meyer et moi, mes recherches, parce qu'il a trouvé que c'était intéressant, que j'allais continuer un petit peu sur la base, voilà. Et moi, je dis, ich streiche Ihnen die Segel, c'est-à-dire j'affale les voiles devant vous si vous voulez continuer la recherche, parce que je connais ni le persan, ni le turc, voilà. Donc, voilà. Merci. Voilà, c'est ma recherche. Alors, encore une fois, si on trouve en paléoanthropologie, si on trouve un petit bout d'os comme ça au fin fond de l'Amérique latine, on va reculer de je ne sais pas combien de milliers d'années l'arrivée dans les Amériques. Je veux dire, ce n'est pas figé, c'est voilà, c'est où j'en suis arrivée avec les questions que je me suis posées, les incohérences que j'ai trouvées, et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Voilà où j'en suis. Donc il n'y a pas de vérité, mais c'est mon hypothèse qui a été reprise par Marcel et qui en a fait pour moi pas mal de romans autour, comme si tout un peuple. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Ce sont vraiment des gens qu'on a embarqués, alors des jeunes femmes, des jeunes hommes, pour servir dans les armées turques, aussi bien dans les bordels, il faut voir des armées turques, il y a tout ça. Donc, l'image de famille entière partant avec les vieillards, les bébés, etc., ça colle pas. Toute l'histoire de l'esclavage dans le monde, c'est pas ça. Par exemple, les esclaves qui ont été déportés au Brésil, c'était essentiellement des hommes jeunes, très peu de femmes. Et quand est arrivé le processus d'abolition de l'esclavage, on a déporté des femmes pour faire, entre guillemets, des élevages. Voilà, parce que, voilà. Donc, en fait, pour moi, il faut voilà, on prend les faits, on essaie d'étudier, et puis on trouve des jalons. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ou des remarques, ou des objections, ou des... Juste pour comprendre, les esclaves ne devaient pas être musulmans, mais ils les prenaient après pour les convertir. Non, pas forcément. Ils ne cherchaient pas à convertir les esclaves. C'est quand un esclave voulait être affranchi, il fallait qu'il se convertisse à l'islam. Non, justement. Non, parce qu'un musulman ne peut pas réduire en esclavage un autre musulman. Enfin, c'est en théorie. Mais disons que, voilà. Donc, ils ne cherchaient pas à aller... Et donc, vivant dans des quartiers à part, il n'y a pas eu tellement de... Mais bien sûr qu'il y a eu des choses... Bon, alors après, il y a des influences beaucoup plus tard avec les Ottomans dans les Balkans, etc. Là, vous avez des influences musulmanes et vous avez beaucoup de Roms qui sont musulmans. Mais ça, c'est après. Voilà. Et d'ailleurs, en Roumanie, si je ne sais plus trop, mais ce que j'avais entendu par... ceux qui étaient musulmans n'étaient pas réduits en esclavage en Roumanie. Les Roms qui étaient musulmans et qui étaient, de ne pas y en avoir beaucoup, n'étaient pas réduits en esclavage. Donc, bon, voilà. Ça... Où j'en suis. Vas-y. Ça aurait été donc les Mongols qui les auraient fait fuir et passer donc en... Voilà, alors les Mongols ont fait fuir plein de gens. Ouais. Pas que. Déjà toutes ces tribus turkmènes là qui sont venues s'installer dans le sultanat de Roum, et donc des gens ont peut-être profité de l'occasion pour foutre le camp, mais pas que des Roms, des tas de gens. Tout comme quand il y a eu... tu me filmes moi? Oh non, mais ça va pas. Bon, c'est pas grave. Donc, quand vous avez... quand les Ottomans sont arrivés en Grèce, il y a plein de gens qui ont foutu le camp. Pas que les petits Égyptiens. Il y a plein de gens qui sont partis. Donc... oui, et ça c'est donc la seconde partie. Ensuite, ce qu'il a voilà. fait fuir de la Grèce, c'est les Ottomans. Les conquêtes ottomanes. Alors, sachant que, d'après mon hypothèse, si c'était d'anciens
esclaves affranchis, ils étaient devenus musulmans. Et donc, arrivant, mais comme ils étaient au service des latins, ils étaient devenus chrétiens. Et là, ils étaient considérés comme apostats. Ils n'avaient qu'une chose à faire, c'est fuir. Mais vraiment, le texte de Saint-Denis, je dois l'avoir quelque part, ils disent bien, nous étions des chrétiens. Puis d'autres chrétiens sont venus, byzantins et latins. Puis sont arrivés les sarrasins, donc les musulmans. Nous sommes redevenus sarrasins comme par devant, comme autrefois. Et là, l'empereur Sigismond a dit, vous n'avez pas protégé la terre, et il leur ordonne une pénitence, de partir, et donc d'aller voir le pape. Tout ça est super cohérent. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Pour moi, alors on a dit, ils se sont prétendus égyptiens parce que ça faisait mieux, sauf qu'à l'époque, ça fait pas mieux. C'est plus tard, c'est au 19e que ça fait bien d'être égyptien. Ils racontent n'importe quoi. Et en fait, pour moi, c'est hyper cohérent quand on étudie qu'est-ce qui se passe dans le despotat des Pyrrhos, où on place à peu près cette petite Égypte. On voit, c'est pris par les latins, puis les byzantins, puis de nouveau les latins, les byzantins, et puis arrivent les ottomans. Ce qu'il raconte, c'est la vérité. Enfin, pour moi, il raconte exactement ce qui s'est passé. Et donc, à l'époque, un pèlerinage, c'était pas comme ça, c'était une pénitence. C'est-à-dire, c'était soit le pouvoir civil ou religieux qui te donnait une pénitence à faire. Voilà, donc l'histoire. Et puis bon, pour moi, il y a une cohérence. Ça devait être des gens qui étaient liés aux armées, parce que ensuite, ils ont été quand même embauchés, enfin, ils ont servi dans beaucoup d'armées de petits seigneurs féodaux, jusqu'à ce que Louis XIV abolisse la guerre privée. Hein, puisque en France, c'était comme partout, comme en Inde, ils se faisaient des guerres. Alors, ce qui est très possible, c'est qu'à Kanauj ou même parmi les autres prises, il y ait des entreprises de guerre indiennes. Alors, quand j'appelle entreprises de guerre, c'est pas forcément des combattants, c'est beaucoup des logisticiens. Soigner les animaux, monter les campements, forger les armes, les armures, etc. Faire la cuisine. Alors la cuisine, c'est peut-être plus compliqué, parce parce qu'il y a ces histoires de comment ça l'était, tu peux pas manger. En Inde, par exemple, dans les restaurants, vous savez que tous les cuistots sont brahmanes. Vous ne pouvez pas manger dans la cuisine qui n'est pas faite par un brahmane. Dans tous les restos, celui qui fait la cuisine, c'est un brahmane. Et puis vous n'avez pas du tout le droit d'entrer dans une cuisine. Sinon, tout est acheté. Donc, on met tout à la poubelle. Sur les termes de guerre, que Yann Monco qui disait qu'ils sont dans la langue romanique, on a les termes. Quels termes? Ah oui, alors lui, il l'a fait à relever. Moi, on peut les trouver. Oui, sans doute, on doit pouvoir le trouver. Oui. Je ne vois pas en fait. Ouais. Les termes. Ouais. Oui, vous avez parlé d'une autre source sur les Vasélides, d'une autre source que dit Cavalier Mini, c'est quoi? Alors, je ne sais plus. Tout ça, c'est des recherches que j'ai faites il y a tellement longtemps. J'ai réactivé un peu mes connaissances parce que ça fait très longtemps. Je ne saurais pas vous dire. Je peux chercher. Et puis... Chez Biruni, il n'y a rien? Je crois pas, non. Par contre, il y a des sources arabes aussi qui parlent de ça. Il y a des sources byzantines. Il y a surtout des Seljoukides en fait, hein, parce que c'est les Seljoukides qui ont... Voilà. Et donc, vraiment, ça on voit l'onde de choc hein, de tout ce qui se passe et qui va... Voilà. C'est surtout l'histoire de la première croisade qui a été vraiment déclenchée par tout ça. Voilà. Bon. Si je peux me permettre, le territoire égyptien, à l'époque. Oui, là-bas jusqu'en Syrie. Là-bas jusqu'en Syrie. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est pas l'Égypte... Mais il y aurait rien d'étonnant parce que les gens se nomment ainsi. Oui, aussi, oui. Enfin, pour une partie de l'Égypte, oui. en tout cas. Voilà, sur Internet, vous pouvez trouver des cartes, vous savez, où on voit l'évolution au fur et à mesure des siècles. C'est hallucinant. Hein. Je veux dire, tous les empires, là, en Perse, c'est complètement... donc on voit, ça bouge énormément. C'est une histoire compliquée et à la fois pas si compliquée que ça. C'est toujours des gens qui prennent le pouvoir, c'est des rapports de force. J'ai une question quand même. Quand on se dit égyptien, on dit Masr. J'ai étudié l'égyptien, c'est pour ça que je peux t'en parler. Et donc là, comment ils se déclaraient égyptiens dans la langue? C'est pas eux, hein.
C'est des gens les qui latins, savent. c'est les. Oui. C'est les latins qui les déclarent Oui. comme ça. D'accord. Ok. Oui. Parce que, C'est pas eux qui se. parce que soit on se présente comme étant. Non, mais eux, ils sont toujours, pour moi, présentés comme Roms. Hein. Oui, Mais dans les sources, c'est indiqué comme étant le mot utilisé. C'est quoi? égyptien, gyptif, Gyptoi, gyptoi, ou je sais pas quoi. D'accord. Ouais. Je Un peu. croyais que l'égyptien, ça devait être attesté aussi, mais dans des lettres de sauf-conduit. Oui, mais ça, c'est plus tard, c'est quand ils arrivent en Europe occidentale. Ouais. Je vois aussi un lien entre vous énumérez les restrictions qui étaient imposées aux esclaves et qu'on peut mettre en parallèle avec les traditions de la cohésion du groupe. Oui. Et aussi notre observation, c'est que si Roumanie c'était satisfaisant, séduisant pour la racine Rome, sultanat de Rome aussi, c'est peut-être Dôme et l'homme aussi. Alors, les Dômes et les Loms, ça, c'est une autre affaire. Mais en tous les cas, les Seljoukides, on retrouve les Dômes dans l'empire Seljoukide, dans les autres d'Irak et de Syrie. Donc, les groupes d'origine indienne qui sont un peu différents. Parce que les Seljoukides, ils n'ont pas embarqué que les gens de Kanoj avec eux, puisqu'il y avait tout le temps un apport d'esclaves, il y en avait certainement d'autres groupes, d'autres régions d'Inde, etc. Donc peut-être qu'à un autre moment, avec les Seljoukides du Kirman ou avec les Seljoukides de Syrie, sont allés d'autres groupes. C'est vraiment dans ces régions qu'on trouve. Rome, par rapport aux chrétiens, à l'Europe christianisée, c'est oublié par exemple Romain Michel, qui est vraiment une racine indienne, du peuple Rome. Oui. Ça devait venir d'avant. Et moi, non, mais ça vient pas d'avant, ça vient de. Avant, on ne sait pas comment il s'appelait, parce que les gens ne s'appelaient pas d'une. Ça paraît plus séduisant pour moi quand c'est. Parce que l'occurrence pour Romain Michel, elle va remonter plus loin. Pour moi, vraiment, je pense. D'abord, en Inde, les gens ne disaient pas je suis de telle nationalité, ça n'existait pas. C'est justement à l'extérieur, mais avec cette survivance de l'origine. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a Rom Romni qui veut dire époux-épouse. Et pour moi, la nation, c'est vraiment Oui, mais Romain Michel, c'est. Alors, tu peux avoir un mot d'origine, deux mots d'origine différente qui se coagulent, on va dire. Ça existe. Il n'y a pas Égypte. Non, d'accord. Mais ça, bon, eux, ils se présentent comme ça parce qu'ils viennent de Petite Égypte, c'est ce qu'ils disent. Moi, je les crois. Oui, ils se présentent comme ducs et comtes de Petite Égypte, d'Égypte mineure, je sais pas quoi. En tout cas, c'est pas une question, c'est une question ouverte, mais on parle beaucoup le terme Rome ou je sais plus comment on dit l'ethnonyme. Oui. On parle pas beaucoup du terme Gadjo. Ah ben alors là, c'est dommage parce que j'avais tout un diapo sur le Gadjo. Bon, en Inde, on est des Goras. Hein, c'est la même chose. Il y a les Goy, il y a les Guers, il y a les Gauri, il y a toutes sortes de. L'autre, hein, l'autre, c'est une. Je me demande si étudier ce terme-là n'est pas plus pertinent pour voir l'origine, pas forcément d'un peuple, mais d'une différence avec le reste du monde, plutôt que le terme Rome en lui-même. Mais ce terme Gora, vous trouvez guerre en hébreu pour dire l'autre. Hein. Enfin, le Gadjo, c'est la même notion. C'est l'autre. Étymologiquement, qu'est-ce qu'il disait comme étymologie? Ça vient du village, villageois ou quelque chose comme ça. Oui. Oui. Après, on dit les paillots. Paillots, et oui. Ça vient aussi du mot. Oui. J'imagine que paysan chez les gitans. Chez beaucoup de voyageurs, on parle des paysans. Au Portugal, le nom, c'est le nom qui veut dire villageois. Comme paillot? Non, je crois que c'est Goy, mais en tout cas, il y a un. Non, Goy, c'est du yiddish. Ouais, Goy, c'est du yiddish. Il y a un lien entre. Non, au Portugal, enfin moi il se trouve que je parle portugais, chez moi. Ou gajo, quand on dit un gajo. Ouais. Ma gage. Ben, je pourrais dire
on rentre à la maison, je vais dire os gajos ficaram interessados. Ça veut dire les gens qui étaient là, os gajos. Moi, je vous appellerai os gajos. Mais ça veut dire, au Portugal, ça veut dire maintenant les mecs, ce type-là, qui est au gajo. Donc ça, on emploie le mot gajo, mais qui est passé dans le langage courant. Mais comme gaji est passé dans le langage courant. Mais moins qu'au Portugal, hein. Portugal, vraiment, gage, ma gage, c'est quotidien, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quel Portugais qui parle de façon colloquiale, comme ça, c'est... Par contre, on paille, oui, on dira plutôt on paille pour dire... eux, ils vont dire on paille. Au Brésil, on dit on gaja, magazine. C'est plus nasalisé. Il y a eu une thèse comme quoi ils avaient trouvé l'étymologie dans un nom de village dans Khorasan, justement. C'était là que ça marquait justement la différence. Ouais. Alors moi, pour les DOM, j'ai une autre thèse aussi d'un bled en Syrie qui s'appelle Douma. Et les gens de Douma s'appellent tous les Douma. Donc ça viendrait de là. Et je trouve qu'il y avait justement beaucoup de, on va dire, Tchingéné là, de ce coin. Donc si on cherche avec les histoires des ethnonymes, c'est ce que dit Rudiger. Tous ceux qui ont voulu chercher une origine avec le nom que se donnaient les gens qui ont donné, se sont trompés. C'est la langue vraiment qui a été le... Est-ce qu'il y a une région particulière en Inde? Donc, je ne suis pas sûr, peut-être que vous l'avez dit, on sait qu'il vient du nord de l'Inde, du sud de l'Inde, de l'est de l'Inde. Alors la région où il y a eu cette déportation d'esclaves, mais c'est pas une tribu qui a été déportée, c'est plein de gens de la même région. C'est au nord de Bon, par exemple, des gens envahissent Bordeaux. C'est près de New Delhi. Ils vont embarquer des gens de Bordeaux. Ben, ils vont embarquer des gens... En plus, Kanoche, c'était une grande capitale qui attirait beaucoup de monde. Il pouvait y avoir des gens de plein d'endroits. Hein? Ben, admettons, à Bordeaux, ben, vous avez de tout. Il peut y avoir quelques Portugais, des Allemands qui sont par là. On arrive, on embarque des gens jeunes, en bonne santé, et des gens compétents. Qui ont des compétences qui m'intéressent pour... voilà. Il faut que vous imaginiez cette situation. On n'a pas pris des pauvres... Hein? La région, c'est le nord. C'est le nord, oui, c'est pas tout à fait en haut, hein, c'est un peu plus bas. C'est pas Pakistan ou... Ah non, c'est beaucoup plus bas. Je rejoins Ravi, je n'ai pas vu non plus la liste des termes de guerre, mais je pense qu'en Roumanie, il y a plutôt beaucoup de vocabulaire sur le métal, sur le cheval, mais je ne vois pas de termes qui concernent la guerre. Ouais. Ça, c'est Hancock qui le dit. Voilà, donc je suis curieuse de voir les termes qu'il a listés, parce que c'est des termes qui sont empruntés justement de ce que j'ai pu constater. Le vocabulaire de la guerre, il est emprunté aux Turcs par exemple, et aux langues gadjin, mais c'est pas du vocabulaire hérité ni d'origine indienne. Ouais. Donc dans le domaine du métal, oui, là il y a vraiment beaucoup de termes. Alors le cheval non, parce qu'il n'y a pas de chevaux en Inde. Ben oui, mais il y a le poulain par exemple, c'est un terme furo qui vient de... on a quasiment la même chose en hindi où ça désigne le cheval. Gura, quelque chose comme ça. C'est pas la vache plutôt, Gurumi? Non, c'est... oui, j'ai oublié, Kuro peut-être. Kuro, c'est le poulain en Roumanie et ça a son équivalent en hindi qui désigne le cheval. Donc il y a quand même des mots... peut-être qu'en hindi c'est emprunté au perse, effectivement, je ne sais pas. C'est possible. Mais je vois pas de vocabulaire de guerre. Bon, c'est ce qu'il dit. Hein. Sinon, je trouve assez intéressante cette hypothèse de scinder l'origine du mot Rom en une origine pour Rom, Romni, l'époux, l'épouse, et une origine pour le nom du peuple. Alors si ça n'est pas Domba mais Roum, dans ce cas je suis un peu perplexe, parce que comment expliquer que l'homme, Dom, alors dans ce cas ça serait un hasard que... Alors le Douma, je dis, moi toute la thèse que c'est d'un bled en Syrie qui s'appelle Douma. Mettons, mais alors les Loms, comment on explique? Voilà, c'est... alors ils ne parlent pas la même langue. Hein. Mais c'est une langue indienne aussi. C'est une langue indienne, oui. Et donc là, je suis un peu perplexe parce que c'est assez intéressant aussi cette hypothèse que ça serait d'origine du mot du sultanat de Roum. Mais comment expliquer la coïncidence de la ressemblance entre Rom et comment expliquer la coïncidence que Rom Romni
Ça ressemble à Rome. Ça peut être un hasard, mais on ne peut pas avoir tellement de hasard à ce moment. Ouais. Et la dernière question que je me posais... Alors là, j'ai pas creusé sur ça, mais c'est vrai que... Alors si tu dis qu'ils ne déportent que des hommes jeunes en bonne santé... Et des femmes aussi, bien sûr. Oui, alors comment expliquer que c'est des femmes roms, parce que ça... Oui, des femmes aussi. Alors pourquoi ils les ont déportées Les bordels, des armées. Ça serait le seul métier en fait. Ou alors c'était une entreprise de guerre constituée, c'est-à-dire plusieurs jatis avec des compétences associées. Est-ce que tu comprends? Et donc dans les jatis avec des compétences associées, là tu as des femmes. Ils faisaient quel métier par exemple? Si c'est la transmission des connaissances, par exemple de la forge, il faut bien qu'il y ait une famille qui continue, je veux dire. Là, tu peux avoir des familles qui ont été... D'accord, donc voilà. Ils ont pu déporter quand même des familles. Voilà, des familles, oui. Femmes et enfants, mais bon, certainement pas les vieillards. Hein. Si tant est qu'il y ait pu, à l'époque, avoir beaucoup de vieillards en Inde. Les gens ne devaient pas vivre très longtemps. Ouais. À creuser, enfin, voilà. Après... cette idée de nomades malheureux ayant quitté l'Inde parce qu'on était méchants avec eux, etc., c'est tellement ancré que bon, moi ça m'est égal, hein, je veux dire, je vous raconte ce que j'ai. Il n'y a pas de document comme quoi ils étaient musiciens ou quoi que ce soit. Mais il y a des musiciens, mais est-ce que vous croyez que la majorité des Roms sont musiciens? Oui, oui et non. Il y a une tradition. Oui, il y a une tradition, mais il y a tradition chez beaucoup de peuples d'avoir des musiciens. Mais ils auraient pu quand même être musiciens dans Si, l'armée. il y a beaucoup de peuples où il y a une tradition de musiciens aussi. Il y a des musiciens dans l'armée, non? Dans l'armée, il y a obligatoirement des musiciens. Donc ils auraient pu déporter d'une jati musicienne? Dans l'armée, par exemple, on entraînait les éléphants de guerre avec de la musique. Pourquoi? Il faut qu'ils entendent des bruits stridents, il faut qu'ils entendent des corps, etc. Et puis la musique, ça donne... Il y a toujours eu des musiciens avec les armées. D'ailleurs, dans l'image que je vous montrais avec les Chaogan, on voit des musiciens derrière. Vous savez l'image où je vous montre cet entraînement militaire, il y a des musiciens derrière. Ça, dans les armées, toujours des musiciens. Maintenant, le forgeron, il n'est pas forcément musicien. Il est accompagné, s'il est dans une entreprise de guerre, il y a une jati de musiciens, une jati de forgerons, une jati de ceux qui vont ramasser... vous voyez? Et donc c'est une profession ou un ensemble de professions. Voilà, des compétences associées. Oui, donc c'est pas contradictoire? C'est pas contradictoire. Il peut y avoir beaucoup de musiciens si c'est justement le cas d'une armée. Mais moi je connais beaucoup de Roms et de Manouches qui savent jouer aucun instrument de musique, qui ne sont pas du tout musiciens. Il y a des quartiers entiers en Roumanie, en Bulgarie, de musiciens qui font ça comme métier. Oui, des quartiers, mais pas la masse. Il y a des villages entiers. C'est l'équivalent des jatis avec des mahalas. Après, il faut voir qu'il y a des gens qui n'ont pas pu développer pour gagner leur vie d'autres professions que certaines professions. Bref, tous les juifs d'Europe centrale n'avaient pas le droit d'avoir de terre, n'avaient pas le droit de... Donc, ils développaient certaines professions. C'est sûr, mais il n'y a pas de lien avec ça à partir de l'Inde. Il n'y a pas de document par rapport à ça. Il n'y a rien qui atteste ça. C'est ce que vous dites. Qu'il y ait des musiciens... Bon, si on pense qu'il y avait des entreprises de guerre qui ont été embarquées, pour moi, il y avait forcément des musiciens avec. Obligés. Et des cuisiniers. Alors, les cuisiniers, oui, c'est compliqué. C'est-à-dire, dans ta caste, tu cuisines dans ta caste, mais si quelqu'un d'autre va manger, il ne va pas manger ce que tu as cuisiné. Sauf si c'est un brahmin. Alors là, tout le monde peut manger. J'avais essayé d'estimer par rapport à la même époque la population que ça représentait d'emmener tous ces gens. Ouais. Et en fait, j'ai fait une comparaison, c'est comme si on emmenait la ville de Paris, les habitants de la ville de Paris en même temps. Oui, c'est énorme. C'est colossal. Oui. Enfin, déjà, ces armées, c'était des trucs de dingue, des campements de dingue. Donc, oui, maintenant, ça nous semble fou, mais on remarque que toutes les guerres en Europe, c'était aussi des milliers, des dizaines de milliers de gens sur les champs de bataille, avec des femmes, hein, toujours. Hein. Et les armées françaises, en Indochine, ils avaient aussi leurs prostituées françaises, hein, qui étaient aussi... voilà. Donc,
ça fait partie des armées. Au système des castes, donc du coup, c'était pas d'une caste en particulier. Non, pour moi, c'est. Non, en tout cas, je parle de Jati, hein, là, je ne parle pas des catégories. Bah, l'esclavage n'existe pas en Inde, ce concept d'esclavage. Par contre, il y avait les Shudras qui étaient au service des gens, mais ils ne leur appartenaient pas. Enfin, les Shudras, la plus basse catégorie, on va dire. Mais les Jatis, c'est. Enfin, regardez dans une armée, les gens qui s'occupent des avions de chasse. Hein. Vous avez des ingénieurs, vous avez des techniciens, vous avez des gens qui font le ménage dans les ateliers. Vous avez. Ce sont des compétences associées. Sauf que dans le contexte de l'Inde, ce sont forcément des Jatis associés. C'est pas. Voilà. À l'époque, en tous les cas. Donc, continue à. Voilà. Je suis contente d'avoir appris que le concept d'intouchable, ça date de 1901. Voilà, c'est le recensement. J'ai suivi les cours, madame Yatimirski, on n'en a jamais fait. Ouais. Voilà, l'impureté, ça existait, mais l'idée de on ne touche pas. Oui, Voilà. c'est ça. Ouais. En fait, moi, ce que j'ai appris en cours sur l'intouchabilité, c'est qu'à l'origine, c'était le rituel pour, par exemple, une personne qui en a touché avait été censée d'être impure. Et en fait, petit à petit, ce rituel-là s'est mis sur directement des personnes des castes inférieures. Et que du coup, l'intouchabilité, telle qu'on le voit aujourd'hui, c'est apparu très tard. Parce qu'à l'origine, c'était juste le rituel sur l'impureté passagère qui permettait de retrouver sa pureté. Alors d'où ça vient au départ, c'est vrai que c'est complexe, mais en tout cas avec les tribunaux de caste, hein, on pouvait décréter une famille entière impure et la rejeter. Donc quand elle devenait avarna, elle n'était plus dans une catégorie. Hein, vous avez des gens, ils sont déclarés impurs par un tribunal de caste. Et du coup, ça peut être pour 10 ans, ou ça peut être eux et leur descendance. Donc ça reforme une sorte de caste à part, mais avarna, qui n'est pas catégorisé. Voilà. Alors maintenant, il y a des tas de catégories hein, en Inde, je sais plus, avec des lettres de l'alphabet, là, pour dire ils font la discrimination positive. Alors si tu es de telle ou telle caste ou anciennement hors caste, tu peux remonter là. Ouais. À remonter, ça c'est que par ton karma. Ça continue à être comme ça. C'est si tu as bien suivi ce que tu devais faire en tant que ceci ou cela. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Voilà, donc en fait.